Est-ce que la musique, c'était mieux avant ? Salut Pierre-Emmanuel, merci de commencer avec une superbe question comme ça. Alors c'est un long sujet. Je pense que sur certains aspects, ouais, c'est le cas parce que les modes de consommation ont un peu changé et on consomme tout très rapidement aujourd'hui. Il faut que ça aille vite. Il faut pas avoir besoin de prendre le temps d'explorer les choses. Et je pense que quand tu regardes le hit parade, la musique mainstream d'aujourd'hui, t'as des choses qui sont plus de la consommation immédiate. Il faut que ça soit fort tout de suite. Il faut que ça soit intéressant tout de suite. Faut pas qu'il y ait le temps que l'attention de l'auditeur puisse disparaître. Alors que tu regardes même peut-être 20 ans avant, tu regardais le hit parade, il y avait de la musique qui était en effet faite pour plaire à tout le monde, mais il y avait quand même derrière il y avait une volonté de faire quand même quelque chose de bien. Alors que maintenant, on écoute un morceau sur YouTube, on écoute les 30 premières secondes, et donc il faut que ça soit un produit, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a TikTokisé la musique, du coup ? Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire, ouais. Ok, donc en gros, le plus important doit être au démarrage, et puis après, il n'y a pas d'apothéose, quoi. On donne tout le début. Ouais, quoi. et surtout, il faut que ça soit c'est très formaté. Donc comme j'imagine, tu vois, quand on parle de TikTok, t'as des formats de vidéos qui fonctionnent très bien et tout le monde s'y plie pour essayer de faire le plus de vues, etc. Quand tu regardes certains styles de musique, par exemple le trap, ce qui se fait, en fait, tu ressens les formats vraiment. Ok, on a ça commence comme ça. La musique fait cette durée-là. Donc oui, c'est un petit peu la même chose, je pense. Alors au risque d'avoir l'air d'un énorme boomer, je le pense vraiment, quoi. Merci. On a été très vite dans les hostilités. On va en un peu rétro-pédaler. Ouais. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se voit Louis, du coup. Et on va revenir un peu sur toi. Ensuite, ce que je te propose, c'est de diviser l'échange en peut-être 2-3 parties. D'abord sur la partie technique, ce que tu fais dans la vie, etc. Et ensuite, on parlera progressivement de différents mouvements. Je spoile pas le thème de l'émission, vous l'avez compris, c'est a priori la musique. Et puis on pourra peut-être se laisser un peu de place pour les questions-réponses un peu plus rapides. La première question que j'ai envie de te poser, Louis, tu connais, on commence toujours comme ça maintenant. C'est quoi pour toi la performance ? Alors, ça aussi, grande question. Alors, écoute, pour moi, je pense la performance, c'est quand on se fixe un objectif dans notre domaine d'expertise, c'est d'être à la hauteur de ses propres standards. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance dans quelque chose, on a un objectif de succès. On peut dire, ok, là je suis en train de performer quand on est à la hauteur des standards qu'on s'est fixés. Et les standards qu'on se fixe, ça peut être justement, ça demande d'avoir un peu regardé ce qui se fait. Donc c'est des standards qui sont parfois objectifs, hein, ok, qui sont les top performeurs dans mon milieu, comment ils fonctionnent, mais c'est aussi des standards qui sont subjectifs. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, c'est quoi, à partir de quand je peux me dire, ok, là le travail est bien fait et qu'est-ce que je mets en place pour accomplir. Donc je pense que c'est, en définitive, c'est être à la hauteur de ces standards, quoi. C'est intéressant, ce côté, et vous allez le comprendre, chers auditeurs, objectif versus subjectif, c'est un peu le fil rouge qu'on va avoir dans tous l'épisode. Pourquoi, Louis ? Explique-nous un petit peu ton métier, du coup. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors moi, je suis compositeur de musique, donc je suis musicien et compositeur, je joue de plusieurs instruments, etc. Et mon travail aujourd'hui, c'est de créer de la musique originale, donc sur mesure, pour des campagnes de pub, pour des films, pour des documentaires aussi. Et donc dans ce cadre-là, je réponds à des briefs, ça peut être des briefs de réalisateurs, mais ça peut être aussi des briefs d'une marque, et je dois en gros translater ces briefs, qui sont des mots, en musique. Ok, donc déjà je pense un sujet intéressant. La question qu'on a envie de se poser, je pense à la place d'un auditeur, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de musique dans le système ? Et on peut faire pas mal de réponses autour de la conversation. Ce que j'aurais envie de dire intuitivement, ce serait que ta performance, ça va être de mettre de la musique sur des mots. Comment tu fais, toi, pour mettre de la musique sur des mots ? Parce que concrètement, t'as un brief, tu vois, je sais pas, tu travailles avec une agence, un réalisateur ou quoi que ce soit. Enfin, qu'est-ce qui définit qu'une musique va bien coller avec des mots, des images, etc. Enfin, c'est... Alors, pareil, hein, là, je pense que, encore une fois, on va retourner dans le subjectif versus objectif. Ouais, carrément. Chaud. Je pense que... alors depuis des milliers d'années, dans l'art entre guillemets, l'humanité sait ce que c'est que ce qui est triste, c'est ce qui est joyeux, ce qui est espiègle, ce qui est optimiste, ce qui est pessimiste, etc. L'espoir, et ça se transforme en art depuis
depuis que l'art existe, en fait, des peintures jusqu'à la musique, le texte, la littérature. Ouais. Donc dans le fond, je pense que il y a des mots, par exemple, pour revenir à quand on me brief, quand on me dit ok, on veut une musique qui est plutôt espiègle, une musique qui est plutôt joyeuse. Je pense que de manière générale, si tu demandes à la majorité de la population, quand on dit espiègle, il va y avoir en gros un consensus sur ce que ça veut dire. Donc de ce mot-là, moi je vais en sortir un mot, des mots. Espièglerie, c'est l'enfance, c'est un peu la naïveté, c'est un peu l'innocence, etc. Et donc déjà ça c'est la première étape, quoi. Ok, que veulent dire les mots à l'aune de ce que la majorité des gens, comment la majorité des gens les comprennent. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire musicalement? Bah alors là aussi, on a de l'objectif et du subjectif parce que la tristesse musicalement, bon, c'est une émotion qui est assez. On peut tout de suite faire la différence entre une mélodie triste et une mélodie joyeuse. Je vais pas rentrer trop dans les détails de la musique, etc., technique, hein, parce que je pense que ça intéresse pas forcément les auditeurs. C'est un peu soporifique et un peu technique, quoi. Mais en gros, depuis vraiment des centaines d'années, depuis vraiment qu'on a de la musique, notamment la musique romantique, etc. Ouais. Moi, quand j'entends triste, j'ai une tonne de références de musique, de ce que j'ai entendu depuis l'enfance, hein, que ce soit de la musique classique, de la pop, du rock, etc. Quand j'entends triste, je vais tout de suite avoir ces références qui vont monter, que j'ai emmagasinées et que j'ai codifiées dans ma tête et qui après, même inconsciemment, je vais être capable de ressortir en musique. Et après, alors ça c'est la première partie, et ensuite le travail aussi pour faire quelque chose d'intéressant, c'est pas non plus faire ok, je vais faire du triste, je vais faire une mélodie que tout le monde va pouvoir se représenter comme triste. Il faut pouvoir faut mettre un peu de nuance. Donc tous ces codes, toutes ces choses entre le sens des mots, toutes les musiques et les références que j'ai entendues même inconsciemment et que j'ai emmagasinées, ça c'est une première chose. Et ensuite la deuxième chose, c'est que je vais essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu différent, de pas tomber dans, comme disent les Anglais, que ça soit trop on the nose, tu vois, que ça soit trop évident que c'est triste, quoi. Parfois, parce que justement, hein, la tristesse, si elle est évidente tout de suite, bon, ok, c'est intéressant, mais si d'abord on peut peut-être faire quelque chose de pas vraiment très triste, mais d'un peu ambigu, pour ensuite aller vers la tristesse, ce moment vraiment de tristesse, il va être d'autant plus puissant, quoi. C'est cette idée de tension et d'un coup de résolution, quoi, qui est dans la musique, qui est un truc très très important, quoi. Voilà. Ok. C'est quoi les étapes par lesquelles tu passes concrètement pour arriver à l'aboutissement d'une musique qui va bien coller avec ce qu'on va te demander en amont? Alors la première chose déjà, bon, que ce soit pour de la pub ou pour par exemple un réalisateur, hein, c'est que je vais être briefé. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, prenons l'exemple d'une marque. Ils vont avoir une vision sur un produit, un de leurs produits avec un message qu'ils veulent faire ressortir et une émotion que la musique doit magnifier. Et pour ça, en général, ils vont utiliser des mots. Donc, comme je disais, espiègle. Alors, par exemple, quand je travaille dans le luxe, il y a des mots qui ressortent souvent, c'est statutaire, quelque chose de brillant, de statutaire, parfois joyeux, etc. Et ça, mon premier rôle, déjà, ça va être d'identifier pourquoi ils me disent ça. Et surtout, ce qu'ils veulent dire par là. Parce que le sens des mots peut être très différent en fonction des clients, des gens, etc. Et ça, c'est la première chose. Donc ça, si on fait une micro-pause, il y a deux efforts de ton côté. Si je comprends bien, il y a un effort de définition des termes du sujet. Ça, tu le fais de ton côté ou tu le challenges directement avec le client? Alors ça, j'ai tendance à le challenger directement avec le client. Surtout de vive voix. Par exemple, on me dit, ok, quand on me dit statutaire, j'ai ok, qu'est-ce que vous entendez par statutaire? Que vous entendez quelque chose qui soit ancré, ça peut être vraiment hyper différent. Donc tout de suite de qualifier ces termes-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc ça, tu vois, si je fais encore une petite digression pour les auditeurs, vous voyez que là, on est en train de parler de la musique, mais en fait, ce processus de création, ce système-là que tu es en train de commencer à décrire, c'est exactement le même si vous êtes à votre compte et que vous avez un client qui entre dans un processus commercial. C'est exactement la même chose. Vous allez devoir challenger votre client qui a un besoin, potentiellement révélé ou pas, d'ailleurs par votre questionnement. Et en plus de ça, vous allez devoir le challenger, lui rentrer dans l'art pour essayer de faire accoucher de qu'est-ce qu'il entend par telle mission, tel besoin, etc. Quel est l'impact qu'il va avoir, etc. Bref,
Je te laisse continuer. Non, mais t'as tout à fait raison, et on y reviendra peut-être après, parce que ça fait Ouais. justement partie des écueils que moi j'ai rencontrés quand j'ai commencé, et je pense qu'ils sont tout à fait transposables à Ouais. tout type de personnes qui bossent, qui a un domaine d'expertise à donner à des clients. Ouais. Mais on y reviendra peut-être après. Ouais. Mais ça, c'est déjà la première étape, qualifier les termes, et ensuite surtout faire le lien ensuite en ce qui par exemple quand j'ai les images ou quand j'ai le produit, faire le lien entre ces termes-là et l'image. Ok, est-ce que moi je vois ce qu'ils veulent dire quand on me dit joyeux, et que si j'ai une vidéo qui me paraît très triste, je vais aller challenger ça. Mhm. Être sûr vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ok. Et ensuite là, je vais commencer un travail musical où je vais voilà, au piano commencer à identifier ces termes-là, et comme je te disais un peu précédemment, toutes ces inspirations musicales que j'ai emmagasinées, etc. Ouais. Ma vision, ma patte aussi, ma touche, ce que moi j'aime, la manière dont j'aime transformer la musique enfin l'émotion en musique. Mhm. Et ensuite, je vais leur faire une proposition. Je vais leur faire une proposition qui est évidemment sujette à des retours. Mais si, comme je pense quand tu qualifies un prospect dans n'importe quel... si j'ai bien fait mon travail à l'origine, lors du brief, de qualifier les termes, etc., en général, c'est très difficile de tomber complètement en hors-sujet. Ça t'est déjà arrivé, ça, de tomber complètement à côté de la plaque? Complètement. Et justement, c'est un des écueils. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à travailler avec un client en particulier avec qui ça se passait vraiment très bien et on se comprenait hyper bien. Ouais. Et j'avais l'impression d'avoir compris vraiment tous les codes de leur marque et de leur manière de communiquer, de leur manière de verbaliser leurs demandes sur de la musique. Ouais. Donc j'étais ok. Bon, bah à chaque fois ça partait, il y avait pas de retour. C'était dans la boîte tout de suite. Moi, j'étais hyper content, hyper flatté. Je me disais bon, bah ça y est, j'ai compris la musique. j'ai compris mon métier, c'est génial, etc. Et j'ai eu un autre client dans cette même période, pareil, qui m'a briefé sur un projet, etc. En utilisant le même type de termes, le même type de vocabulaire, etc. Et j'étais en mode bon, bah ok, je vois très bien ce que ça veut dire. J'ai pas vraiment challengé lors du brief. J'ai pas essayé d'aller chercher vraiment pourquoi ils utilisaient ces termes-là, ce client en particulier. Je leur ai répondu quelque chose, j'étais hyper content, je me suis dit bon bah ça va rouler tout de suite, etc. J'étais complètement à côté de la plaque. Okay. Parce que vraiment, on a pareil, hein, c'est objectif subjectif, hein, c'est encore une fois, c'est un peu le fil conducteur de la chose, mais les mots pour certaines personnes peuvent dire vraiment des choses assez différentes, surtout en plus avec le français. Si je bosse la plupart du temps en français, c'est une langue où t'as 50 mots qui veulent dire la même chose, mais en même temps des choses un peu différentes, etc., ouais. etc. C'est très riche. Donc voilà. Et puis en plus, l'expérience personnelle et l'expérience d'une marque, ils attachent des mots aussi qui sont très personnels à leurs produits ou à leurs messages, qui peuvent vraiment être différents entre différentes marques. Donc ça, voilà, c'est hyper important de qualifier ces mots-là, quoi. Ouais, c'est ouf. Est-ce que tu as un travail de recherche aussi sur la marque en elle-même, ou est-ce que c'est fourni en général par les personnes avec qui tu bosses? Alors après ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il y a des marques qui me donnent vraiment énormément d'infos. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas, et c'est dans tous les cas toujours aussi à moi de faire en plus justement ce que je te disais, ce travail après, d'aller observer la marque et d'aller voir en gros la cohérence à mes yeux entre ce qu'ils m'ont briefé, les mots qu'ils utilisent et ce que moi je comprends subjectivement de leur marque, quoi. Ok. Quand tu te prends un retour où on te dit écoute Louis, t'es complètement à côté de la plaque, je pense qu'ils te l'ont pas dit comme ça, et je pense que ça t'est pas arrivé souvent, mais pour autant, comment tu te sens toi, et essaie un peu de projeter peut-être l'auditeur à ce moment-là de Louis qui reçoit ce feedback-là, qui est pas bon. Comment tu fais face à ça, et qu'est-ce que tu fais, quoi, concrètement? Alors bah ça c'est une question assez fondamentale dans le type de métier que je fais moi. C'est qu'il y a énormément d'ego, évidemment, parce que moi la musique c'est ma passion première depuis l'enfance, et ça fait complètement partie de mon identité. Et donc les retours négatifs, le regard des autres, etc. c'est un énorme sujet à gérer. Okay. Parce que c'est assez difficile de compartimentaliser. Ces retours-là, je les prends pour moi. Je pense que, alors je donne un exemple un peu désuet, et j'ai tout mon respect pour les experts comptables, hein, mais mettons qu'un expert comptable on leur dira pas, est dans une boîte et fait une erreur dans un tableau à un moment. Bon, alors il rentre chez lui, bon il a fait une bêtise, mais c'est en tant qu'expert comptable.
Et j'imagine qu'il a pas une passion des chiffres, peut-être, hein, mais c'est un peu séparé, quoi. Alors que moi, si je me plante, moi, j'ai l'impression de m'être trompé, moi, quoi, dans ma vie presque personnelle. Ça, c'est assez difficile à gérer. Ok. D'autant plus que, comme ce que je disais au début sur mon idée de la performance et des standards, si je me plante, je vais avoir tendance à me dire, ok, j'ai pas été à la hauteur de mes standards, parce que normalement, il faut éviter ça. Après, ça, c'est une vision extrêmement manichéenne, très subjective de la chose, et qui est pas forcément très productive. Okay. Mais je pense que toute la problématique des métiers créatifs, on va dire, comme le mien, c'est qu'on fait face au rejet potentiellement. Au rejet d'une production et d'une offre qui est vraiment personnelle, qui sort de un graphiste, un dessinateur, un écrivain. Et je pense qu'il faut savoir le gérer. Parfois, ça arrive aussi. Il y a du déchet, forcément. On se comprend pas toujours avec les clients. Parfois, il y a une vision qui peut changer au fur et à mesure. Où on va proposer quelque chose au client et en fait, il va se rendre compte en écoutant la musique qu'en fait, c'est pas mal, mais du coup, il préférerait faire quelque chose d'un peu différent vu qu'il a entendu le potentiel de ce qui peut être fait. Donc voilà, faut essayer de séparer un petit peu la chose. Mais évidemment, c'est très très lié à l'ego, tout à fait. Et c'est un truc que je dois gérer tous les jours, quoi. Il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est déjà, qu'est-ce que t'as appris, toi, sur ça, sur le regard des autres? Alors j'ai appris que, en tout cas je l'apprends encore aujourd'hui, c'est pas franchement c'est un processus qui je pense durera certainement tout au long de ma carrière entre guillemets, mais que il y a certaines choses qu'on peut pas contrôler, d'une part. Il faut être capable de se séparer vraiment du côté personnel de la chose, parce que dans l'entrepreneuriat ou dans le business, c'est plus, je pense, un écueil qu'une bonne chose. Donc c'est ça, vraiment essayer de séparer le personnel, etc. Parfois, j'ai eu des retours pas forcément agréables, etc. qui m'ont travaillé pendant de longues semaines. Et maintenant, je suis plus en mode j'avance. Si je fais ce métier, c'est pas pour rien. J'y ai ma place. J'avais tendance à remettre en doute tout. Quand j'avais des mauvais retours de manière très globale, et maintenant c'est plus on avance, justement si je m'attache à mon système, à mes standards, tout ira bien, c'est ok, et c'est normal qu'il y ait du déchet, et on avance, quoi. De ce que j'entends là, c'est quasiment un acte de foi en fait, tu vois, de te dire ok, il y a des moments où il va y avoir des mauvais retours, et c'est ok, et en fait je crois en moi-même. Je crois en ma passion, en ma capacité à tout ce que j'ai ingurgité depuis des dizaines d'années, ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Et du coup, cet acte de foi, il est supérieur au fait de reprendre des retours ponctuels de potentiellement des clients. Il y a aussi un autre truc que je me dis, c'est sur 100 retours, il y en a combien qui sont mauvais? Mauvais entre guillemets, tu vois, pas en tout cas pas au niveau de tes standards. Écoute, en vrai, je pense que dans ma manière de travailler, je fais le maximum pour éviter ça vraiment au maximum, quoi. Et donc je pense que sur 100 œuvres envoyées, on va dire, je pense que il doit y avoir entre 2 et 5% de retours négatifs. Ok. Voilà. Et donc la question que je me pose, c'est j'ai l'impression que t'es quand même pas mal impacté par ce regard des autres et par ces 2 à 5%. Ouais. Et on en pense quoi des 97%? Alors ça c'est toute la question. Moi j'ai tendance à être extrêmement fort pour lire les choses à améliorer, les signes négatifs, et être complètement myope pour voir ce que tu dis, les 97% du reste. Ça, j'y travaille. Après, je préfère faut trouver un juste milieu, mais je préférerais toujours, de par mon éducation, etc., prendre le risque d'être dans l'humilité extrême plutôt que prendre le risque de tomber dans la prétention ou dans l'autosatisfaction. Mais c'est un juste milieu à trouver. Mais après aussi, je me suis rendu compte que il y a de nombreux compositeurs que j'admirais énormément, qui sont passés par des phases où ils étaient déjà très installés dans leur carrière, c'était déjà des monstres.
et ils se sont pris des énormes claques sur des projets où ils ont été retirés 3 semaines avant la sortie du film pour remplacés par un autre compositeur, etc. Donc ça fait partie du job, quoi. T'as un exemple ou pas? Alors, je te prends au dépourvu, mais ouais, bien sûr. Alors, je pense notamment à Howard Shore, qui est le compositeur du Seigneur des Anneaux, hein, qui est incroyable. Incroyable. Ta-da-da. Donc, après le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson lui redemande de faire King Kong. Ok. Et en fait, ça se passe mal. Alors qu'on pourrait se dire, vu le chef-d'œuvre qui est la bande originale du Seigneur des Anneaux, il y aurait pas de souci. Ouais. En fait, ça se passe mal et il se fait dégager du projet pour un autre compositeur il me semble que c'est James Newton Howard, qui est aussi un excellent compositeur. Hein. Mais à ce moment-là de sa vie, Howard Shore, c'est un compositeur multi-oscarisé. Et il se fait dégager d'un projet avec le réalisateur avec lequel il a bossé. Donc voilà, c'est un exemple qui, notamment cet exemple-là m'a marqué en mode, le mec, c'est un tueur, mais il est quand même capable de se prendre des déconvenus comme ça à ce moment-là, à 50 ans dans sa carrière, avec 30 ans de carrière derrière lui. Personne n'est un super-héros. Exactement. Ok, trop cool. Il y a un deuxième sujet aussi que j'avais envie de creuser, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait toi tu gères évidemment un processus de création musicale, mais aussi l'ego de personnes. Est-ce que tu vois, par exemple il y a Tan qu'on embrasse d'ailleurs, que le photomentaliste que j'ai reçu dans le podcast, qui expliquait que des fois, lui il a un métier de création aussi, tu vois. Il expliquait que des fois, juste le prospect ou le client avait envie de ramener sa patte, tu vois. Et des fois ça lui arrivait de dire oui j'ai fait la modification alors que j'ai rien fait. Enfin, qu'il a rien fait du tout sur la modification, et que le client dit ah oui c'est vachement mieux ça. Comment tu fais pour gérer aussi l'ego des gens en face, ou en tout cas tu vois des fois où les gens ont envie de mettre leur touche, tu vois. Alors c'est vrai que ça arrive beaucoup. Je pense que ça arrive dans tous les métiers créatifs. Je pense qu'un graphiste, etc., notamment quand c'est des gros projets où il y a un nombre d'interlocuteurs élevé avec des problématiques de hiérarchie. Donc, t'as affaire à, par exemple, un project manager, mais au-dessus, il y a le directeur marketing, par exemple, etc. Et le directeur marketing, parfois, justement, par ego, il va avoir besoin d'intégrer un petit peu, de faire un retour qui est pas forcément objectif, mais histoire simplement d'avoir participé au process, hein, ça peut arriver. Manque quelque chose. Ouais, voilà. Alors ça, bon, après... Ça, tu le gères. Moi, j'ai tendance à le gérer en faisant les retours, hein, bien sûr, mais en proposant toujours aussi une alternative où je me protège un peu et je fais en sorte que bon, de toute façon, c'est un problème qui est leur. Et c'est assez rare qu'on me demande de changer toute la musique pour un. Et puis. Si c'est le cas, pour eux, ça implique déjà une problématique financière, hein, parce que voilà, ça c'est du temps et du travail et de timing aussi. Donc, s'ils sont prêts à faire bouger leur timing et ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent, moi, ça me pose aucun problème. Hein. Ok, voilà. Cool. Il y a un sujet que j'avais vraiment envie de creuser avec toi, qui était celui de l'inspiration. Ça te fait rire parce qu'on en a parlé un peu en off. Ayant fait un passé un peu littéraire, enfin un peu pas mal littéraire du coup, il y a toujours cette image du poète genre Baudelaire qui est complètement drogué, bourré, qui écrit parce qu'il est inspiré par la fameuse muse. Et en fait, ça, en spoiler alert pour les auditeurs, c'est totalement faux. Baudelaire, il était avec son dictionnaire de rimes et il était mécaniquement en train de trouver les meilleurs mots qui sonnent mieux, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'un processus, en fait, on a l'impression que c'est le mythe du poète inspiré, et en fait, c'est quelque chose qui est complètement faux aujourd'hui. On le sait très bien. Toi, t'en penses quoi de ce côté inspiration versus un peu ingénierie, on va dire? Je sais pas si c'est les bons mots d'ailleurs. Moi non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Alors, je pense que bon, déjà, c'est très difficile de parler d'art entre guillemets sans être pompeux ou donc voilà en préambule. C'est mon avis qui est subjectif. Mais en même temps, je suis assez. En tout cas, moi, je suis assez droit dans mes bottes sur cet avis-là. Mais bon, voilà. C'est un domaine qui est nécessairement l'art, justement, qui est très romanticisé, etc. Et je pense que le concept d'inspiration, il existe tout de même. Ce concept presque parfois un peu chamanique d'intervention, d'un coup quelqu'un est possédé et se met à ça existe d'une certaine manière, mais on va y venir. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que
il y a quelque chose d'assez terre à terre avec ça. Pour moi, l'inspiration, elle se mérite. Dans le sens où la muse, comme tu dis, elle te visite à partir du moment où tu réunis les conditions, pour moi, de mériter sa visite. Moi, ça m'arrive d'avoir un projet à faire, de m'asseoir à mon piano et pendant 2 heures de faire n'importe quoi, ou en tout cas de sortir vraiment et à rien d'intéressant et d'être vraiment de pédaler dans la gadoue. Mais en fait, c'est ce moment-là où je me dis, à partir du moment et à chaque minute de ces 2 heures, je suis en non mais il faut que j'arrête. Il y a rien qui sort. C'est hyper déstabilisant, etc. Mais maintenant, j'ai compris. Je me dis, en fait, à partir du moment où je passe cet écran-là, ce mur, c'est là que quelque chose va sortir. Et que c'est là que la muse, pour parler de on parle de la muse, c'est là qu'elle va se décider. Ah, ok, il est dans le dur là. Ouais. Il est dans le travail. Je vais le visiter et là, il y a quelque chose qui va sortir. Okay. Et vraiment, honnêtement, il y a vraiment des moments où je pédale dans la semoule, hein, quand je bosse, etc. Il y a rien qui sort. Okay. Mais je sais que si je tiens le coup, à un moment, il y a quelque chose qui va sortir. Mais du coup, tu te mets 2 heures. Et tu ne lâches pas quoi. Non, le but c'est de pas lâcher. Ok. Parce que tu pourrais te mettre ça sur un YouTube, dire ah non ça viendra plus tard, c'est pas grave. Après, attends, je te dis ça maintes et maintes fois, j'ai pas eu la force de continuer, hein, parce que c'est hyper difficile. T'as l'impression d'un coup que tu ne sais plus rien faire. Mais à partir du moment où tu casses un peu ce mur de la difficulté et que l'inspiration te visite, il y a quelque chose qui finit par sortir. Là, tu rentres dans un processus pour moi qui est très fertile, et c'est à ce moment-là que t'es dans ce mode un peu flow, pour utiliser un peu ce terme-là, que potentiellement tu vas avoir un peu des moments chamaniques, un peu romanticisés, où là t'es inspiré parce que t'as sorti quelque chose après une session. On dit 2 heures, mais ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, hein, une semaine. Mais là, t'es dans des conditions où potentiellement dans le travail, il va se passer quelque chose d'un peu entre guillemets magique, qu'on peut appeler vraiment l'inspiration, quoi. Où tu vas sortir quelque chose et tu vas te dire putain, ok, c'est vachement bien ça. Mais ça, moi, ça ne m'est jamais arrivé ça. Ça arrive. En gros, je regarde des oiseaux posés sur une branche d'arbre et je me dis ok, putain, j'ai une idée de dingue. Je me mets à travailler, il sort quelque chose de super. Okay. Par contre, je peux avoir des idées. Par exemple, quand je suis en train de marcher dans la rue ou boire un café, je vais avoir une idée d'un coup qui va me venir. Je vais la chanter dans mon téléphone, par exemple. Ok. Et ça, bon, c'est très bien, on peut appeler ça de l'inspiration, mais en fait, cette idée, elle ne vaut rien tant que je me suis pas assis à mon bureau et que je l'ai travaillé dans tous les sens et que là, exactement de la même manière, la muse va me visiter et en gros cette idée qui était une idée que j'ai eue un peu comme ça va se transformer en quelque chose d'intéressant. Voilà, je sais pas si ça a du sens ce que je te... Carrément. Mais du coup ça a l'air très technique en fait. Tu vois, j'ai l'impression que oui, il y a un côté inspiration, mais c'est qu'en fait c'est comme si t'avais une sorte de case dans ton cerveau qui était un peu toujours ouverte. Que tu vas faire mûrir au fur et à mesure de tes journées, de tes semaines, et qu'il y a des moments où tu vas prendre des trucs et les bosser en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très tu bosses en fait sur tes créations. C'est pas un truc qui arrive tout fait quoi. Non, c'est certainement pas. Okay. Certainement pas. Et ce que je viens, le dernier exemple que je viens de te donner, c'est un exemple aussi pour un peu, si tu veux, pour un peu nuancer le propos. Mm-hmm. Parfois, oui, tu peux avoir des éclairs. Donc je vais être à un café, je vais penser, je vais avoir une idée qui me vient, je vais l'enregistrer sur mon téléphone. Mais en fait, cet éclair, il n'a aucun sens tant que je me suis pas assis, je l'ai pris, je l'ai malaxé dans tous les sens, et j'en ai fait quelque chose, quoi. Moi, il y a un bouquin que j'ai lu qui est absolument génial là-dessus, qui s'appelle La guerre de l'art, qui est un jeu de mots sur l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais La guerre de l'art, c'est écrit par Steven Pressfield, qui est un mec qui écrit des nouvelles, un écrivain qui écrit des nouvelles, américain, mais surtout qui a écrit des bouquins sur les arts créatifs et en gros comment on peut être productif quand on fait un art créatif. Et il dit là, pour les écrivains, la chose la plus difficile, c'est pas d'écrire,
c'est de s'asseoir à sa machine à écrire et commencer à écrire. Et pour moi, ça, c'est vraiment ça. À partir du moment, ce qui est important, c'est de se mettre au travail. Et après, potentiellement, à partir du moment où voilà, tout se mérite, quoi. Cette notion de mérite, un peu de la muse qui visite parce que tu le mérites et parce que tu travailles, quoi. Ok. Il y a encore aussi cette question de foi, tu vois, où tu vas te dire, bah ouais, mais c'est vrai, mais tu vois, tu te dis, elle va arriver cette muse. Et il y a donc t'es persuadé en fait que ça va arriver. Peut-être, enfin, encore une fois, c'est peut-être de l'expérience, mais c'est aussi cet acte, toi, que t'y crois, quoi. C'est intéressant. Oui, tout à fait. T'as raison. Il y a un côté, mais c'est pour ça que en fait, tu peux démystifier le concept de l'inspiration en disant, comme tu disais tout à l'heure, Baudelaire, en vrai, il travaillait son dictionnaire, etc. Mais en fait, quand même, dans cet aspect de croire, comme tu dis, qu'à un moment, si tu t'assois et que tu travailles, à un moment, il va se passer quelque chose, il y a du mystique là-dedans, quoi. Ouais. Il y a un côté un peu ésotérique, un côté un peu romanticisé, quoi. Ouais. Comment tu fais quand t'as vraiment pas envie? Parce que tu vois, je fais le parallèle avec une séance de sport. Ouais. J'ai remarqué que dès que je le mets, j'ai pas envie. Il suffit que je me dise, je commence 5 minutes et que je commence effectivement 5 minutes. Et en fait, après, naturellement, je vais faire 100 mètres de plus et 200 mètres de plus, etc. Alors, déjà, d'une part, moi, j'adore faire de la musique. Ouais. Ça, c'est déjà une base. J'adore faire de la musique, donc en général, j'ai pas de mal à commencer à faire de la musique. Ou en tout cas, parfois, je vais avoir un projet qui me fait un peu peur. Je me dis, bon, la vache. Ouais. Et il y a toujours, parfois, on a toujours des doutes sur notre capacité à faire les choses, surtout dans ces métiers-là. Parfois, des trucs, je suis hyper excité de le faire, mais en même temps, je me dis, la vache, l'envergure du truc, est-ce que je suis capable, quoi? Et du coup, ça me fait peur. Et quand ça fait peur, on a tendance à procrastiner, à éviter, etc. Ouais. Donc ça pourrait être une raison qui fait que je m'y mets pas. Mais si je me décide, comme j'aime la musique et comme j'aime ce métier, à partir du moment où je vais m'asseoir pour me dire bon je vais commencer à bosser, je vais quand même avoir un moment, je vais me dire bon c'est cool quand même. Et pareil, petit à petit, je vais peut-être pédaler dans la semoule, mais il va quand même finir par se passer quelque chose. Et ça, d'expérience, c'est toujours arrivé. Okay. Vraiment, il n'y a pas eu de moment où j'ai été incapable. Il y a des moments où j'ai galéré. Ouais. Il y a rien qui sortait pendant des jours et des jours, mais j'ai tenu la baraque et au final, et certains trucs, c'est des musiques et des créations dont je suis le plus fier, quoi. Ok. Est-ce que tu vois, il y a, alors dans ton métier, bien sûr, mais dans d'autres métiers, le syndrome de la page blanche, est-ce que toi tu l'expérimentes, le fait de dire, j'ai ma deadline avec mon client, j'ai toujours pas commencé, et j'ai rien qui me vient, quoi? Alors oui, c'est une peur qui existe, hein, mais en fait, en me disant, à partir du moment où je me mets au travail, en ayant la foi, comme pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en me disant, à partir du moment où je me mets au travail, il y a quelque chose qui va sortir. Parce que les choses fonctionnent comme ça. Ouais. Je me dis dans tous les cas, il y aura quelque chose j'aurai quelque chose à leur proposer. Ouais. Il y a quelque chose qui va sortir, quoi. Mais dans ce que tu dis, il y a ce côté, il y a quelque chose qui va arriver. Mais moi, je pense, tu vois, d'un regard un peu extérieur, je me dis, c'est aussi parce que t'as accumulé des heures et des heures de boulot, que t'as d'expérience, que tu sais plus ou moins, t'as des frameworks en tête, des modèles mentaux de ce que veut le client. Je sais à peu près ce que je vais devoir ressortir, etc. En fait, il y a pas de page blanche de ce que je comprends. En fait, tu sais déjà, tu t'es imprégné, dans ton inconscient en tout cas, tu t'es déjà imprégné de plein de choses, de plein d'expériences passées qui te permettent en fait de produire ce qu'est aujourd'hui. Donc il y a pas vraiment de page blanche pour moi. Non, mais ça c'est évident. Quand tu regardes la manière dont fonctionnent les grands compositeurs de films aujourd'hui, en fait, on est dans il y a tellement de choses qui ont été faites en musique qu'on est toujours quelque part dans une forme de citation. Tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. Ouais. Et donc évidemment, on a un océan de choses à prendre à droite, à gauche, à malaxer, à mixer, etc. Et notamment quand il y a des projets qui sont très briefés, en effet, il y a une base, il y a un chemin quand même qui est dans ma tête, comme tu dis, qui vient de l'expérience, d'avoir bossé dans de nombreux de ce type de projet, etc. Et le plus difficile, en vrai, moi, je me décide, je me force depuis peu vraiment à faire de la musique pour moi, où j'ai pas de brief, où je me dis bon voilà. Et franchement, c'est difficile. Parce que qu'est-ce que je fais, où vais-je, quelle est la direction, qu'est-ce que j'ai envie de faire,
Et ça, c'est beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'as envie, quoi? C'est compliqué, hein. Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde peut être musicien? Oui. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Tout le monde peut être musicien. Je pense même que tout le monde devrait l'être d'une manière ou d'une autre. Dans le sens où il y a énormément de choses dans le fait de faire de la musique qui sont bénéfiques. Parce que il faut écouter. Il faut s'écouter soi-même pour savoir si on est faux ou juste, pour savoir si on est dans le temps ou pas dans le temps. Si on joue avec les autres, il faut savoir écouter les autres aussi pour pouvoir bien se placer par rapport à eux. Pas trop en faire, mais pas d'en faire pas assez. C'est une conversation. Ça apprend aussi à s'appliquer, à prendre du temps pour avancer, pour commencer à comprendre un instrument, etc. Je sais que j'ai commencé par le violon quand j'étais tout petit. Ça a été une catastrophe. Hein. C'est dur. Violon, c'est dur. Ouais, surtout quand on est enfant. Et d'ailleurs, j'ai switché à la batterie, mais je le regrette un peu aujourd'hui. C'est stylé la batterie. C'est stylé, c'est sûr. Je suis d'accord. mais oui, non, tout le monde peut faire de la musique. Et je pense même aujourd'hui, dans une époque où on est sursollicité, ouais. Où on est très tourné vers soi-même, où on s'écoute plus, je pense que c'est être dans une pièce face à un instrument qu'on apprend, où on doit s'écouter, où on doit faire attention, où on doit écouter un tempo aussi plié, etc. Je pense que ça serait hyper bénéfique. Ouais, il y a un truc où je me dis quand même, il y a certaines personnes qui sont plus talentueuses que d'autres, quoi, de base, non? C'est vrai, mais c'est comme dans tout. Quelqu'un qui travaille okay. Et qui a pas de talent. Ça, c'est mes profs de musique m'ont toujours dit ça. Hein. Quelqu'un qui travaille et qui a pas de talent dépassera toujours quelqu'un qui a du talent et qui travaille pas. Toujours. Belle punchline. ouais, mais je le pense vraiment, quoi. Okay. Je le pense vraiment. Évidemment, c'est comme en sport, tu peux avoir un patrimoine génétique ou des aptitudes physiques qui sont innées. Ouais. Et si en plus t'es travailleur, et ben ok, c'est banco, génial. Mais il y a plein de sportifs qui sont des bosseurs avant tout, par exemple, hein, et qui sans forcément avoir des capacités physiques énormes, quoi. Ouais. Est-ce que tout le monde peut être Mozart? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a ça, c'est une conversation. Ouais. Imagine le nombre de variables et de facteurs pour faire qu'un type comme Mozart arrive à exister, quoi. Ouais. Pourquoi il a choisi de faire de la musique, il est arrivé à ce moment-là. Bon, alors là, on rentre dans le destin. Alors ça, c'est des conversations. Inception. Est-ce qu'en fait, il y en avait plein des mecs comme Mozart, mais lui, il a choisi de poursuivre ça. Voilà. Après là, on est dans des considérations un peu métaphysiques. Est-ce que Nadal aurait pu être Nadal sans Federer? C'est un peu ça. Hein. Tout à fait. C'est un peu ça. Tout à fait. J'aime bien cet épisode parce que je trouve qu'on casse pas mal de clichés sur la musique et je trouve que tu vois t'incarnes un côté un peu sérieux et aussi comment dire mécanique, mathématique de la musique. Ouais. Ce que je pense revient aux sources parce que quand tu regardes du jazz, bah en fait t'as des grilles pour pas être faux, etc., de tempo, etc. Enfin, je m'y connais pas trop, mais de ce que je comprends en tout cas, la musique, c'est un côté un peu babos des fois. Tu vois, pour dire les termes, pour moi, j'ai toujours eu comment ça s'appelle le truc avec où tu jongles là le Diabolo. Ouais, t'as Diabolo, tu marches sur la slackline, tu t'habilles en Sarwell. Pourquoi on a cette image un peu de babos? Enfin, peut-être que c'est que moi, mais j'ai pas l'impression. En fait, je pense que c'est une question sur l'art, hein, de manière générale, je pense. Ouais. Parce que les conversations autour de l'art sont très romanticisées. Ouais. Et souvent se prennent très au sérieux. Et c'est très et donc il y a un côté un peu les musiciens, c'est des rêveurs, c'est des gens qui sont pas très ancrés, c'est des gens qui sont pas très sérieux, etc. Parce qu'ils font pas forcément quelque chose qu'on considère comme concret. Donc je comprends tout à fait et d'une certaine manière j'en ai fait l'expérience aussi, hein, parfois dans mon milieu. Et justement, c'est pour ça que j'ai parfois du mal je me fais très attention quand je parle de ces sujets-là, parce que je veux pas tomber justement dans ces discussions un peu. Alors aujourd'hui, on va parler d'art. Je m'en méfie beaucoup
Mais faut pas oublier qu'il y a évidemment une dimension émotionnelle dans la musique. Mais oui, il y a un côté. Alors Babos, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais en vrai, la musique, comme tu disais, dans le jazz, évidemment, c'est une musique qui est. Il y a le free jazz, ça existe. C'est une musique qui, sur le papier, part dans tous les sens, etc. Mais qui est aussi extrêmement technique. Tu peux pas être un musicien de jazz et ne pas maîtriser ton instrument. Donc, dans le fond, la musique, il y a quand même, c'est une discipline où il y a tu peux te balader, faire des choses qui sonnent volontairement faux, te balader sur le tempo, etc. Mais dans le fond, c'est quelque chose où il y a un certain nombre de règles, quoi. Et les grands musiciens, qui soient les plus fous et qui aient l'air les plus comment dire, psychédéliques, drogués, etc. C'est quand même il y a toujours du travail à un moment, quoi. Voilà, pour casser un peu ce mythe de la musique babos, il existe dans une certaine manière, parce qu'on parle de quelque chose qui est très subjectif, qui teint à l'art, etc. Mais dans le fond, il y a toujours du travail. Ok. C'est quoi ton système personnel pour te permettre de justement faire survenir un petit peu ton travail? Alors, c'est un boulot qui est assez solitaire. Ouais. Et donc où je suis mon propre patron, comme tous les auto-entrepreneurs. Et pour moi, j'ai besoin justement pour, comme on disait tout à l'heure, pour se mettre dans les conditions de faire du bon travail ou entre guillemets l'inspiration de visite. J'aime bien être assez discipliné dans ma manière d'organiser mes journées, etc. Donc il y a le sport, c'est assez important pour moi de le faire première chose que je fais dans la journée. Okay. Pour que ça soit fait et que déjà je parte dans la journée avec l'impression d'avoir un certain contrôle et une certaine maîtrise sur ma journée. Et ensuite, je considère que la première partie de la journée, c'est la période où on est le plus efficace, etc. Donc tous mes projets où j'ai besoin vraiment de bosser sur de la musique et d'être vraiment dans le dur, dans le cœur de mon métier, c'est la première chose que je fais après le sport la journée. Okay. Et donc voilà, je me fais des sessions de 1h30 que j'enchaîne. Et en général, il en sort des trucs. En général, j'arrive à être relativement productif. Et après, tout le reste, tout ce qui est accessoires satellite à mon métier, répondre aux clients ou aller rencontrer des réalisateurs, ce genre de choses, ça vient ensuite. Ok. Tu notes des jours quand tu t'entraînes où t'es meilleur que quand tu t'entraînes pas? Oui, certainement. Ouais, okay. Certainement. C'est devenu. C'est sûr que le sport, et je sais que c'est un sujet, toi, qui est important pour toi aussi. Et certainement pour ta communauté, donc c'est intéressant d'en parler. C'est devenu un élément absolument crucial de mon fonctionnement, autant dans mon métier que pour ma santé mentale de manière générale, pour toute ma vie. Au point où même parfois, ça en est devenu, il y a un côté un peu obsessionnel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je me sens, il y a quelque chose qui va pas si j'ai pas suivi ma séance de sport, etc., quoi. Ça, c'est quelque chose à travailler. Mais je pense qu'on en est tous un peu. Ouais. On en est tous. Il y a toujours un côté obsessionnel quand on a des systèmes bien rodés, quand on se plie à une routine, une habitude. Il y a toujours un petit élément qui tombe un peu dans le côté obsessionnel. Okay. Mais voilà, c'est hyper important, quoi. Il y a d'autres choses dans ton système que tu voudrais partager, je sais pas, aux auditeurs ou qui fonctionnent bien pour toi? Alors dernièrement. Oui, j'ai eu tendance à me mettre énormément de choses à faire dans mon assiette. Justement, on en parlait au début de l'épisode, des standards, etc. Mes standards à un moment, étaient tellement hauts que je me fixais des énormes charges de travail avec des to-do list dans tous les sens que je n'arrivais jamais à terminer. Et du coup qui me flinguait ma confiance en soi, enfin ma confiance en moi-même et l'impression d'avoir réussi ou d'avoir passé une semaine productive. Et là, depuis peu, en fait, j'ai fait ce travail vraiment de me dire, ok, c'est quoi les éléments les plus importants de mon succès dans mon travail et aussi de mon bien-être personnel?
si je devais vraiment me limiter à les choses les plus cruciales, qui sont objectivement réalisables, et donc de réduire vraiment, si tu veux, de réduire d'une certaine manière la voilure, mais d'obtenir en même temps un navire, pour continuer dans la métaphore, beaucoup plus optimisé et léger, maniable, qui va plus vite, quoi, et qui fend l'air plutôt qu'un énorme bateau, un énorme galion qui a des problèmes dans tous les sens et dont les voiles se déchirent parce qu'il y a trop de voilure, quoi. Okay. Donc voilà, c'est vraiment, depuis quelques mois là, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur l'essentiel, et je travaille beaucoup mieux, et en fait je suis beaucoup plus productif qu'à l'époque où je me faisais des to-do list dans tous les sens, etc. Tu t'es un peu lâché à la grappe, quoi, en gros. D'une certaine manière, ouais. J'aurais toujours du mal à me lâcher la grappe. Moi, j'ai toujours un grip assez costaud sur la chose, mais en tout cas, ouais, un peu desserrer la vis. En fait, c'est ce que je remarque avec toutes les personnes avec qui je parle, c'est qu'il y a ce sentiment un peu d'urgence, d'excellence, tout à fait. Ce besoin d'excellence, mais aussi plus les gens avancent dans leur développement, leur carrière et leur même développement mental, et plus il y a ce côté de je dois me laisser de la place pour être tranquille avec moi-même. Sinon, en fait, tu burns en fait sur le moment, enfin sur le court, moyen ou long terme. Ça peut pas tenir sur la durabilité. Ce sujet de la durabilité, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, dernièrement notamment. Peut-être parce que je suis plus réceptif aussi à ça. Et en fait, ce que je comprends, c'est que tu mets en place un système qui n'est pas durable dans le temps, c'est pas un bon système. Et donc, je pense qu'il y a un truc à craquer. Effectivement, je pense que tu l'as compris. Ouais, et en plus, et je me suis posé la question aussi dernièrement. Alors, on est tous, je pense, toi comme moi, comme les auditeurs, on a tendance à écouter du contenu sur des entrepreneurs à succès, etc., qui te racontent, en gros, leur système, leur manière de fonctionner. Ouais. Aujourd'hui, quand ils ont réussi, et c'est très facile, ils regardent ça dans le passé, ils disent ok, ça, mais carrément. En fait, j'aime ça. Je serais assez curieux de voir ces mecs-là qui sont très très successful, comment ils étaient à notre niveau, où en fait les choses sont beaucoup plus nuancées que ça, quoi. Les choses sont pas si simples, sont pas si écrites, etc. On peut pas. Tu peux écouter Tim Ferriss tant que tu veux. Il a des choses extrêmement intéressantes à dire, mais je pense qu'il a traversé des périodes hyper difficile. Tout n'était pas rose. Carrément. Il faut être capable, ça, de pouvoir l'accepter et de se dire, bon, ok, en fait, ça va être difficile. Tout va pas être parfait tout de suite. Mais si je gère les choses cruciales, au moins, je suis dans une bonne direction, quoi. C'est marrant que tu parles de Tim Ferriss, parce que je me rappelle d'une conférence de Oussama Ammar il y a des années quand je faisais Lyon, donc à The Family. Et en fait, il disait que Tim Ferriss, c'est le mec qui a écrit La semaine de 4 heures pour bosser que 4 heures. Mais en fait, c'est le mec à chaque fois qu'il le croisait, il était tout le temps en train de bosser. Je pense que tu vois, c'est comme les morning routines, tu vois, c'est un truc qui est construit a posteriori d'eux. Exactement. Et en fait, si toi aujourd'hui t'as envie de copier-coller ce qu'ils font, tu vas te retrouver avec des morning routines de 3 heures, qui sont donc des midi routines en fait. Et c'est pas réaliste, hein, parce que c'est des gens aujourd'hui qui peuvent se permettre de prendre ces 2 heures pour eux, parce qu'ils ont Michel et Adeline qui permettent de scaler leur business, d'outsourcer plein de tâches du quotidien, de traiter leurs mails, etc. Et c'est pas notre réalité à nous, quoi. C'est comme si t'as 1 milliard d'euros que tu donnes un conseil pour devenir millionnaire, t'as pas la même réalité opérationnelle. Exactement. Et puis et en plus, ce contenu-là, il est interprété. Il y a énormément de gens, et je pense qu'on en est tous coupables d'une certaine manière. On va se dire, ok, je vais me faire ma morning routine, je vais faire des trucs, je vais établir des spreadsheets dans tous les sens, je vais télécharger 5 apps différentes de to-do list et de productivité, et je vais avoir l'impression d'être un dingue de la productivité, que tout soit organisé. Et en fait, à la fin de la journée, j'ai les trucs vraiment importants pour le succès de ce que je suis en train de cette aventure, de n'importe quelle aventure dans laquelle je me suis lancé. En fait, j'ai pas fait les choses. C'est une autre manière de procrastiner. Donc moi aussi j'ai vraiment été coupable de ça aussi, d'être sur les forums, de regarder le journaling, etc., de me forcer à faire des trucs, la gratitude le matin, à écrire que le soleil, j'étais content que le soleil se lève. En fait, ça marche certainement pour certaines personnes, mais moi ça marchait pas du tout pour moi. Et en fait, je me suis plutôt concentré sur les choses vraiment cruciales, ce que j'ai identifié comme important pour mon succès. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça.
faut faire votre système à vous, du coup, si on peut résumer ça, Ouais. Et pas chercher à copier-coller. C'est comme si tu veux chercher à copier-coller le système d'entraînement de Rich Froning ou Matt Fraser, par exemple. Enfin, t'as pas les mêmes paramètres en fait. Même les crossfitters de très haut niveau qui font les games n'ont pas les mêmes paramètres qu'un Matt Fraser en fait. Où il s'entraîne, il envoie un texto à sa meuf. Et sa meuf prépare le repas pour qu'il puisse bouffer en rentrant, que ce soit chaud, et dormir après, repartir s'entraîner. Enfin, c'est évident. Toute sa vie est paramétrée pour ça, donc on n'a pas la même réalité opérationnelle et c'est ok quoi. Peut-être juste pour conclure sur l'art, avant de passer aux questions rapides, j'ai l'impression que l'art ça fait peur aux gens. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont l'impression de pas avoir accès à certaines choses. Il y a deux éléments là-dessus. C'est déjà peur de pas comprendre, tout simplement. Tu vas, je sais pas, au Quai d'Orsay, tu comprends pas les tableaux. Ok. Et deuxième chose, il y a aussi ce côté un peu nombriliste de l'art, en mode surcomplexifié. Tu vois, il y a des fois où je suis allé à des concerts de musique classique, moderne, et c'était que des pièces qui sonnaient faux tout le long, tu vois. Juste histoire de déconstruire un peu ce qui a été construit. Ça me gave ces trucs-là. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis assez d'accord. Pour moi, l'art doit être universel. Et c'est vrai qu'il y a un élément de ok, moi j'ai la capacité intellectuelle de comprendre ça et pas vous. Il y a un élément un peu et en fait c'est le snobisme de l'art quoi, qui existe partout. Je pense que les grandes œuvres d'art qui sont pérennes et qui représentent vraiment le génie humain de manière générale elles peuvent être comprises par la personne la plus érudite comme une tribu à peine domestiquée des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois. Okay. Et je me méfie beaucoup de l'art qui doit être expliqué. L'art qui est un concept et dont il faut avoir en gros la grille de lecture, quoi. La grille de lecture de son auteur, etc. pour le comprendre. Après, il y a des choses dont, typiquement, moi, ma compréhension de la musique, il y a des œuvres que je comprends bien différemment aujourd'hui que quand j'avais 6 ans, parce que mon oreille c'est magnifié, on va dire, que j'ai la compréhension d'éléments techniques de la musique que j'avais pas à l'époque, mais cette même musique-là, elle me touchait déjà quand j'avais 6 ans. Donc voilà, il y a je pense que alors c'est vraiment une discussion à tiroir, hein, mais l'art doit être le beau est universel, je pense. Okay. Ouais. Et donc oui, il y a une élitisation de l'art, c'est sûr, d'un certain type d'art, hein, notamment. Hein. Et puis oui, dans le dernier siècle, il y a eu cette vocation de déconstruire les choses, justement de déconstruire le beau, ou ce qu'on entendait dans le beau, le classique. Et ça peut se respecter sous certains aspects. Moi, j'y suis pas toujours très sensible. Parce que parfois c'est plus des exercices de style que vraiment qu'une œuvre en tant que telle, quoi. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et voilà globalement un peu ce que j'en pense, quoi. Ouais, juste pour conclure sur ça, c'est vrai qu'il y a des moments où, même pour parler de musique, il y a des moments où tu sens que c'est un peu auto-centré, tu vois, c'est tellement technicien, que c'est tellement technique que tu comprends même plus la musique, t'entends même plus la musicalité de la pièce, quoi. Ouais. Il y a ça, ça peut aller dans ce sens-là du spectre, où c'est tellement technique et tellement élitiste que c'est un peu très auto-centré. Et il y a aussi l'autre côté du spectre où en fait on va faire volontairement quelque chose de pas dingue, comme un peu un exercice comme un pied de nez. On va chanter faux. Ça a toujours un peu existé, hein, ça, de toute façon, hein, c'est les mouvements de toute façon de l'art dans la littérature, c'est pareil, hein, c'est des mouvements de push and pull. Donc voilà, on va faire volontairement du pas joli, en tout cas de ce qu'on considère pas beau objectivement, ou sinon du extrêmement technique, extrêmement que personne peut comprendre, et tant mieux, quoi. Donc voilà, mais c'est très intéressant, et ça c'est des discussions qui sont profondément, qui sont très subjectives déjà. Et qui font le sel un peu de ce qu'est la création, de ce qu'est l'art, quoi. Carrément.
Là encore pour apporter de la nuance, parce que vous le savez, l'objectif de système c'est aussi d'apporter de la nuance un peu partout. Moi, vous le savez, je suis pas une personnalité ultra clivante. En tout cas, j'essaie de pas l'être et de prendre un petit peu de partout. Et si vous avez l'occasion, vous êtes pas en train de rouler dans votre voiture, regardez le poème La Charonne de Baudelaire, qui a pour vocation en fait de se construire contre le beau. Donc il y avait des beaux qui étaient très codifiés, donc la beauté, l'art était très codifié avant. C'était une définition, pour faire la petite parenthèse de Kant. En gros, l'idée de Kant, c'est de dire, t'arrives devant un truc beau, tu le sais. T'as pas besoin de l'expliquer. T'es tellement pris aux tripes, t'es tellement pris par toi-même que le beau, tu le sais. Et donc, il y a pas mal de mouvements contestataires, notamment, qui se sont créés pour déconstruire ça et qui ont volontairement exposé du laid à l'opposition du beau. Alors, ce qui est cool, c'est que ça permet d'ouvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles horizons. Mais d'un autre côté, c'est moche, quoi. Tu vas voir le tableau qui représente justement le poème La Charonne qui est au Louvre. C'est horrible. Donc voilà, c'était pour apporter un peu de nuance, mais. Et puis il y a aussi, faut faire attention. Je pense que, par exemple, en fait, il y a quelque chose de générationnel aussi. C'est-à-dire que typiquement, moi, Radiohead, par exemple, le groupe Radiohead, qui est un de mes groupes préférés, c'est de la bombe. C'est une musique qui parfois est vraiment magnifique objectivement. Ouais. Je pense que pour une certaine génération qui est gorgée de classiques, peut-être qu'on ferait écouter ça à la haute société autrichienne du XVIIIe siècle, ils trouveraient ça absolument laid. Énorme. Donc il y a aussi il y a aussi ça à prendre en compte, les changements de génération. Pareil, le punk, la musique punk, il y a des trucs géniaux. Bien sûr que j'adore. Mais c'était volontairement une musique qui était un peu revêche, quoi. Carrément. Donc il y a un élément un peu générationnel aussi. Il y a toujours la nouveauté, ce qui casse un peu les codes, par définition toujours un peu. Voilà, et regarde-moi à l'entrée de ce podcast là, j'ai répondu à ta question, est-ce que la musique est aujourd'hui, etc. En faisant un peu, voilà, en parlant un peu comme ça. Donc faut faire attention aussi, c'est un mouvement continu. Ouais. Mais voilà. Mais consommez de l'art, les petits amis, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est trop stylé, que ce soit de la musique, de la peinture ou quoi que ce soit d'ailleurs. C'est trop stylé. Ça vous ouvre des zones de votre cerveau, des perspectives qui sont incroyables. On passe à la fin de l'échange, Louis. C'est qui ton compositeur préféré? Waouh, vaste question. Oh, tu peux pas me piéger. Si, je te piège. Compositeur contemporain. Peu importe. Vas-y, balance. Dans la vie, tu dois choisir tes regrets. Ouais, tout à fait. Alors, je vais certainement dire Beethoven. Ok. C'est quoi ton rapport au jeu, à l'amusement? Ok, très bonne question. Le jeu est fun quand il se mérite. Je pense l'amusement, j'ai du mal à m'amuser si j'ai pas l'impression de l'avoir mérité, quoi. Genre tu te fais une session de boulot avant et t'as le droit de jouer. Voilà. Ok. C'est d'un ennui à mourir. Je suis désolé, mais en tout cas c'est la manière dont je vois les choses. T'arrives à jouer, à t'amuser? Oui. Ok. Genre en jouant vraiment. Oui, tout sans à fait. travail, quoi. Bien sûr. Qui est-ce qui t'inspire? J'ai un seul choix. Dis ce que tu veux. Alors, d'une manière générale, je suis très inspiré par les gens qui ont une passion, quelle qu'elle soit, et quand ils en parlent, et qu'on sent que c'est quelque chose qui les habite, qu'il y a un travail derrière, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des entrepreneurs hyper techniques, des ébénistes, des cuisiniers, des chefs, des sportifs. Mais je suis toujours très inspiré par les gens, voilà, qui ont une passion, qui en parlent de manière incarnée, et on sent que derrière il y a du travail, qu'il y a des heures qui ont été passées. À chaque fois, voilà, c'est des gens que je respecte beaucoup et qui vraiment me donnent envie, moi, de représenter un peu la même chose et de me conformer à ce type de fonctionnement, quoi. T'étais comment quand t'étais enfant? Un peu dans tous les sens. Assez hyperactif, très curieux. Voilà, je pense, voilà, très curieux, hyperactif, pas toujours très travailleur sur certains aspects, mais dans la musique toujours travailleur.
T'as une éducation qui était comment? J'ai eu une éducation qui était cool. Je suis le dernier, on est 5 frères et sœurs, donc j'ai bénéficié de cette position plutôt privilégiée. Moi, je suis le premier. Ouais, ben voilà. C'est pas la même. Non, surtout, moi, j'ai une éducation qui était basée sur la confiance. On nous a jamais interdit quoi que ce soit, mais en même temps, il fallait pas décevoir. Mes parents s'attendaient à ce que on soit à la hauteur et qu'on les déçoive pas. Donc, moi, j'avais beaucoup plus peur de faire une bêtise et de décevoir mes parents que d'être puni. Ok, donc pas vraiment strict. Non, pas vraiment strict. C'est quoi ton univers de fiction préféré? Attention, ne me déçois pas, Louis, pas à ce moment. Tu veux un univers nommé, genre une œuvre qui existe? Ouais. Mon univers de fiction préféré. Certainement, peut-être certainement Tolkien. Yes. Ça y est, c'est le premier qui dit la même chose que moi. Ok. Et une idée contrarienne. Donc pour les auditeurs qui va à contre-courant. Alors on se préoccupe beaucoup du développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment dans les milieux créatifs. Et attention, hein, déjà, premièrement, cet avis n'engage que moi, et on verra dans 5 ans si j'ai l'air d'un idiot ou pas. Et deuxièmement, l'IA menace certainement un certain type de métiers, etc. Mais je pense que dans les métiers créatifs, type musique, film, etc., les gens sont très frileux, ont vraiment peur, se sentent menacés, alors que je pense que quand on va au cinéma, on va chercher de l'humain. Quand on écoute de la musique, ce dont on a envie, c'est quelque chose qui soit imparfait, qui soit, qu'on sente que voilà, qu'on soit compris, qu'il y ait une émotion profondément humaine, quoi. C'est ça qu'on va chercher quand on va écouter, quand on va voir de l'art, quand on va écouter une pièce de théâtre, un concert, ou quand on va au cinéma. Et je pense on cherchera toujours ça, et d'autant plus si on évolue dans un monde qui se robotise de plus en plus, on sera d'autant plus client d'aller chercher, presque comme un refuge, quelque chose qui est profondément humain. Trop bien, merci Louis. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Instagram, Louis Lacoste Musique, et sur mon site si vous voulez aller écouter un peu ce que je fais, suivre mes actualités, louislacoste.com. Trop cool. Merci beaucoup, Louis. Envoyez plein de messages à Louis, plein de messages d'amour, plein de messages de soutien. Il y a plein de belles compositions que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram. Donc, je compte sur vous, mes petites beautés. Et pareil, petit test pour la fin de ce podcast. Commentez dans les reviews ou n'importe où d'ailleurs. Musique ou Louis ou ce que vous voulez. Comme ça, on saura que vous avez écouté jusqu'à la fin de l'épisode. Merci Louis, c'était un plaisir de te recevoir. Je vous souhaite, mes petites beautés, et je sais que t'adores que je dise mes petites beautés. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez soutenir le podcast, je vous laisse mettre des commentaires, des reviews. On arrive bientôt aux 500 reviews, donc je compte sur vous les gars. Voilà, des étoiles à profusion. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À lundi prochain. Ciao, c'était PE et Louis du coup, et merci encore. Ciao. Merci beaucoup. Bye.